Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on a un ralentissement économique, on va avoir des baisses de taux, mais malgré tout ça, on a quand même des records boursiers. Oui, on a des signes clairs d'essoufflement économique, avec certains indicateurs qui sont en berne. La Fed, elle va baisser de au moins 25 points de base ses taux d'intérêt en septembre, et ça, c'est une certitude. Et puis oui, le SP500 a bel et bien marqué un nouveau record historique cette semaine. Et tout ça, ça nous forme un équilibre précaire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Weekly Hebdo dans lequel on va analyser la macroéconomie, la géopolitique et faire un tour sur les marchés financiers. Petit rappel pour vous dire que cette vidéo n'est pas un conseil financier mais uniquement une vidéo à but éducatif. Sachez que c'est mon avis et que je peux toujours me tromper. Alors c'est très important, faites toujours vos propres recherches. Maintenant, si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et sur ce, on est parti, on rentre dans le vif du sujet. Macro US, croissance et inflation sous surveillance. L'activité économique américaine, elle continue de montrer des signes de faiblesse. On a les indices PMI d'août qui sont sortis et ils ne sont pas bons. ISM manufacturier est sorti en contraction pour la 6e fois de suite à 48,7. Je vous rappelle que cet indice il a une moyenne fixée à 50 et qu'au-dessus de 50 on est en expansion économique et en dessous de 50 on est en récession économique. Cette semaine on a aussi eu les données sur les exportations et les importations américaines. Le déficit commercial il s'est creusé à moins 78,3 milliards pour le mois de juillet. On a principalement des importations qui ont augmenté, ce qui pourrait nuire à la croissance du troisième trimestre. Parce que oui, si on importe, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de produire dans le pays, donc le produit intérieur brut il diminue. Et au contraire, si on exporte beaucoup, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, alors là on augmente le produit intérieur brut du pays. Avec tout ça, la productivité du travail a augmenté de 3,3%. Sachez que c'est la plus forte hausse depuis fin 2020. Les coûts unitaires ils sont en hausse de plus 1%, mais en baisse par rapport au mois passé. Donc autrement dit, ils ralentissent, ce qui peut être désinflationniste. Pour l'inflation salariale, elle est de 3,7%. Ça en fait un rythme modérément élevé, mais grâce à l'augmentation de productivité du travail, ça pourrait diminuer dans le futur. Le marché du travail marque le pas. Tout d'abord, on a eu des créations d'emplois décevantes. Seulement 22 000 emplois non agricoles créés pour le mois d'août, très en deçà des attentes qui étaient de 75 000 et du mois de juillet qui a été révisé à la hausse à 79 000. Bon, accrochez-vous, on a eu la première destruction d'emplois depuis 2020. Et oui, le solde de juin a été révisé en territoire négatif à moins 13 000, ce qui en fait la première destruction d'emplois depuis fin 2020. Ça, c'est vraiment très important et je vais vous expliquer de manière un peu plus simple. Au fait, on a eu des données qui sont sorties pour le mois de juin qui étaient positives, c'est-à-dire qu'on disait qu'il y avait des emplois qui avaient été créés pour le mois de juin. Mais après coup, c'est-à-dire fin août, début septembre, on s'est rendu compte que les emplois qu'on avait créés au mois de juin, ils n'ont pas été créés. Et pire que ça, au fait, on a des emplois qui ont été détruits. C'est-à-dire que pendant tout ce laps de temps de juin à septembre, on naviguait dans le flou avec des mauvaises données. Et ça, c'est vraiment grave. En plus de ça, on a un chômage qui est en hausse. Parce que oui, le taux de chômage pour le mois d'août a grimpé à 4,3%. C'est son plus haut niveau depuis près de 4 ans. Avec ça, on a des demandes de travail qui sont en recul. Les offres d'emploi Jobs sont sorties à 7,181 millions, avec un ratio de seulement 0,99 postes vacants par chômeur. C'est une première sous la barre des 1 depuis avril 2021. Donc non seulement on a des emplois qui sont détruits, ensuite le chômage il est en hausse à 4,3%, mais en plus de ça, les entreprises elles ne veulent pas embaucher. Bref, on a vraiment une situation compliquée aux États-Unis. Prudence des entreprises. Le livre beige de la Fed fait état d'un gel des embauches suite au ralentissement de la demande et de l'incertitude. Avec cette slide, vous avez tous les éléments pour comprendre qu'on est actuellement dans une récession économique. La personne qui me dit en commentaire qu'on est en expansion économique, elle me fait clairement une blague. Franchement, là, il n'y a plus de doute. Politique monétaire, la Fed prépare le terrain. La baisse de taux, elle est imminente. On a Christopher Waller qui est un gouverneur de la Fed qui nous dit « Nous devrions réduire les taux dès la prochaine réunion et plusieurs baisses étalées sur 3 à 6 prochains mois. » Avec ces propos, il n'y a pas de doute, il va voter pour une baisse de taux. Ensuite, on a Raphaël Bostich de la Fed d'Atlanta. Un abaissement est, je cite, dans les cartons pour cette fin d'année, qualifiant la politique actuelle de marginalement restrictive. Et ensuite, on a Jérôme Powell, notre président de la Fed, qui nous disait à Jackson Hole, le point d'équilibre des risques a basculé. Il est donc en faveur d'un geste accommodant. En plus de ça, les marchés, ils anticipent fortement. Les contrats à terme, ils price avec presque certitude, donc presque 100% de probabilité, une baisse de taux de 0,25% lors de la réunion de la Fed du 16 et 17 septembre 2025, ramenant le taux directeur entre 4 et 4,25%. Macro monde, incertitude géopolitique et flux économique. Pour l'Europe, on a la hausse des prix de l'énergie qui continue avec un gaz naturel qui a augmenté cette semaine. Donc cette situation, elle ravive le spectre d'une inflation importée, avec un impact potentiel mitigé sur les États-Unis. La Chine, elle a publié des indicateurs d'activité mitigés pour fin août. On a le PMI manufacturier qui est sorti neutre
neutre à 50,5 points et on a un assouplissement monétaire qui est prévu pour enrayer la glissade de l'immobilier en Chine. Les pays de l'OPEP+ ont prévu d'augmenter la production de pétrole. Donc cette hausse, elle va se faire à partir de octobre et elle devrait contribuer à maintenir le prix du pétrole brut bas. Ces dynamiques internationales de production de pétrole, elles touchent les États-Unis. On espère qu'avec cette augmentation de production, le prix du baril, il va baisser et que cela va contribuer à baisser l'inflation. Tout ça bien sûr en allégeant les coûts énergétiques des ménages et des entreprises. Action US, rallye sélectif et concentration tech. Bon, cette semaine, on a le SP500 qui a augmenté de 0,5%. Avec ça, le Nasdaq 100, lui, a augmenté de 1%. Le Dow Jones, lui, il a baissé de 0,5%. Et le Russell 2000 a battu tout le monde avec 1,5% de hausse. Pour les moteurs de ce rallye, on a Ionis Pharmaceuticals qui a augmenté de 44%. American Eagle qui a augmenté de 41%. Macy's qui nous a fait un beau plus 30%. Et Broadcom qui a augmenté de plus 9% grâce à ses résultats sur l'IA. Avec tout ça, on a le VIX qui est redescendu sous la barre des 16 points. Petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, mais le VIX c'est l'indice de volatilité. C'est-à-dire que plus la volatilité est élevée sur les marchés, plus le VIX il va augmenter. Et à l'inverse, si la volatilité est basse, alors le VIX il va être bas. On peut aussi le comprendre comme indicateur de peur. Parce que sur les marchés, plus la volatilité est élevée, plus les investisseurs ont peur. Et à l'inverse, plus la volatilité est faible, plus les investisseurs sont rassurés. Petit mot sur les taux US qui sont en chute. Et oui, les taux pour les obligations à 2 ans sont à 3,47%. C'est le plus bas depuis début avril avec une baisse de 15 points de base. Les taux des obligations à 10 ans sont à 4,08%, ce qui nous fait un recul d'environ 10 points de base sur la semaine. Alors les facteurs clés, c'est notamment la prévision de la Fed de baisser les taux d'intérêt. Et en plus de ça, on a de forts volumes d'émissions d'obligations américaines. Bien sûr, cette détente des taux, elle contribue à la hausse des actions, et plus particulièrement aux valeurs de croissance dans la tech. Parce que oui, c'est des entreprises qui investissent massivement et pour investir, elles empruntent de l'argent. Ce qui fait qu'avec des taux plus bas, elles payent moins d'intérêt sur ces emprunts. Et donc cela peut les pousser à emprunter plus et à investir plus. Et bien sûr, avec ça, ça permet de relancer l'économie. Et puis cette baisse de taux, ça soutient également la charge d'intérêt payée par l'État américain, qui rappelons-le est juste abyssale. Mais cette baisse de taux reflète également la fragilité de la conjoncture actuelle. Et trop baisser les taux, ça pourrait raviver les doutes sur la santé économique américaine. Et si le doute augmente, ça veut dire que le VIX augmente et que les marchés, ils ont plus de volatilité. Et cette volatilité-là pourrait être négative et brusquer brutalement les marchés. Devises et matières premières, dollar en recul, or au zénith. Bon, pour l'indice du dollar DXY, il est à 97,7. Ça lui fait seulement une baisse de 0,1% sur la semaine. C'est pas impressionnant non plus. Par contre, le pétrole, lui, il a perdu plus de 4% au cours de cette semaine, avec un WTI qui est autour des 62 $ le baril. Le Brent, lui, se situe autour des 65 $ le baril. Comme on l'a vu, on a les pays de l'OPEP+ qui vont augmenter la production de pétrole et en plus de ça, on a des craintes sur un ralentissement économique mondial. Donc tout ça, ça nous fait que le prix du pétrole, il baisse. De l'autre côté, on a l'or qui nous établit un nouveau record historique. L'once d'or, elle a franchi les 3600 $ pour établir un nouveau record autour des 3605 $ l'once. Ça lui fait une hausse de 35% sur un an. Et tout ça, c'est dopé par la baisse de taux d'intérêt prévue par la Fed en septembre et par l'inflation qui est haute. Parce que les situations d'inflation forte, c'est profitable pour l'or. Les gens veulent préserver leur pouvoir d'achat et investissent dans la valeur refuge qui est l'or. La crypto avec un bitcoin qui tient. Bon, en cette fin de semaine, le bitcoin, il est aux alentours des 110 000 $. Rappelons-le, ça lui fait quand même une hausse depuis le début d'année de plus de 20%. Ce qui est déjà plutôt pas mal, même si les gens en veulent toujours plus. L'Ethereum, lui, cette semaine, il recule de 2% et il s'échange aux alentours des 4300 $. Parlons maintenant des moteurs de continuation de hausse de la crypto-monnaie. Premièrement, ça pourrait jouer le rôle de protection contre l'inflation. Et là, on parlerait plutôt de Bitcoin qu'on nomme or numérique. Deuxièmement, on a toujours ces ETF au comptant qui ramènent massivement de l'argent. Et oui, plus il y a de gens qui veulent acheter des crypto-monnaies, plus les prix ils augmentent. On est à environ 1,3 milliard de capitaux entrants. Et troisièmement, on a un dollar qui s'affaiblit. Donc pour les crypto-monnaies qui sont échangées en dollars, ça pousse les prix à la hausse. Voyons ensemble maintenant l'agenda économique, une semaine cruciale en perspective. Mardi 9 septembre, on a le NFIB de confiance des petites entreprises. Et accrochez-vous, on aura une nouvelle révision des emplois non agricoles par le BLS. On s'attend à une potentielle baisse de 500 000 à 800 000 emplois. Avec ça, en post-clôture, on aura les résultats de Oracle. Pour le mercredi 10 septembre, on aura l'indice des prix à la production pour le mois d'août. Il est attendu à plus 0,3%. Sachez juste qu'un PPI plus faible, ça pourrait rassurer la Fed. Parce que rappelons-le, elle s'apprête à baisser ses taux d'intérêt dans une inflation qui est persistante. Donc autrement dit, elle s'apprête à relancer l'inflation. Le mercredi, on aura aussi les résultats de l'entreprise Chewy. Le jeudi 11 septembre, on a la décision de la Banque Centrale Européenne sur ses taux d'intérêt
d'intérêt avec une conférence de Christine Lagarde. Avec ça, on aura le CPI d'août. Ce sera l'événement macro le plus déterminant pour ce mois-ci. Avec ça, on aura les résultats des entreprises Kroger et Adobe. Ensuite, le vendredi 12 septembre, on aura la confiance des ménages donnée par l'Université du Michigan. Et avec ça, on aura aussi le solde budgétaire du mois d'août. Bon, vous l'avez compris, le CPI du jeudi, ce sera un élément macro clé du mois. Il validera ou infirmera le scénario d'une inflation maîtrisée. Parlons maintenant des risques et scénarios. Où peut basculer l'équilibre? Alors, premier scénario, c'est le scénario que tout le monde veut, c'est un atterrissage en douceur. Ce scénario dans lequel l'économie ralentit modérément, il y a plus de chômage, mais ensuite on baisse les taux d'intérêt et ensuite l'économie repart. Parlons maintenant des risques haussiers, c'est-à-dire positifs. Premièrement, on pourrait avoir un rebond inattendu de la croissance américaine au 4e trimestre. Ensuite, deuxième risque positif, ça pourrait être une désescalade des tensions commerciales. Troisième scénario possible, ce serait une inflation qui baisse soudainement. Bref, tous ces éléments, ce seraient vraiment des bonnes nouvelles. Mais maintenant, parlons des risques baissiers, c'est-à-dire les risques négatifs. Premièrement, on pourrait avoir une crise budgétaire aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on aurait un déficit budgétaire qui continue d'augmenter et la dette américaine qui continue d'augmenter. Ensuite, avec ça, on pourrait avoir une crise de la dette et des pays qui font faillite et ça, ce serait vraiment pas bon. Deuxième risque baissier, ce serait une détérioration du marché du travail. En fait, ce risque, on l'a déjà actuellement. Mais ce qui serait terrible, c'est que le marché du travail, il s'effondre complètement. Pour le moment, les données qu'on a, elles sont négatives, mais pas alarmantes. Mais si la situation devient alarmante, alors ça pourrait être très négatif. Le troisième risque négatif, ce serait un regain de l'inflation. Et ça, c'est un risque probable, étant donné qu'on va baisser les taux d'intérêt dans une inflation pas encore maîtrisée. Vous le voyez bien, l'équilibre actuel, il est complètement instable. Les marchés, ils intègrent un scénario optimiste, mais plusieurs catalyseurs pourraient le faire basculer rapidement dans un sens ou dans l'autre. Conclusion, un équilibre fragile à piloter. Synthèse économique. Premièrement, on a un ralentissement prononcé mais contrôlé avec une inflation modérée. La Fed, elle devrait se montrer accommodante avec une baisse de taux d'intérêt en septembre. Marché sous influence. Le rallye actuel, il est concentré sur les grandes valeurs technologiques et on a un or qui établit un nouveau record historique. Maintenant, le défi des investisseurs. Les bonnes nouvelles, elles sont largement intégrées dans le marché actuel. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les bonnes nouvelles et on a poussé le marché de plus en plus haut. Maintenant, la clé, c'est évaluer si la Fed peut confirmer son virage sans alimenter les craintes sur la croissance. Parce que comme je vous l'ai dit, un petit peu de peur dans la situation actuelle, ça pourrait brutalement brusquer les marchés. Pour les catalyseurs clés, on aura bien entendu le rapport CPI qui sort ce jeudi. Mais oublions pas la révision sur les emplois et les négociations budgétaires. Bref, prudence, soyez agile et sélectif. L'équilibre est fragile, mais c'est dans ces moments que les décisions stratégiques sont les plus importantes. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.